Madame, Monsieur, bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le 21 novembre 2025, une très belle journée s'annonce puisque ça fait très longtemps sur Alger qu'on n'a pas vu de la neige et aujourd'hui il a bien neigé. Alors si vous vous apprêtez à prendre la route, faites très attention, des averses sur plusieurs wilayas du pays. Bien entendu, vous aurez plus de détails avec la météo juste après le journal télévisé. Aujourd'hui, dans notre émission Bonjour d'Algérie, nous allons parler de changement climatique. Effectivement, nous en parlons beaucoup ces temps-ci, puisque les spécialistes de la question tirent la sonnette d'alarme sur plusieurs domaines, notamment donc l'impact des changements climatiques sur les travaux publics. Alors, quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place donc afin de protéger nos îles. Et aussi ce matin nous aurons un auteur-compositeur parmi nous. Alors lui, il s'intéresse ou il a pour événement justement un événement de solidarité pour nos sœurs et nos frères, les Palestiniens. Nous retrouverons comme chaque vendredi notre ami Farhat Mouzaoui à partir de Ouargla et cette fois-ci donc il cadre avec l'actualité du mois de novembre, à savoir le novembre bleu et aussi le mois donc de sensibilisation au dépistage au cancer de la prostate. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant de retrouver nos invités, je vous propose cette belle reprise donc du regretté Gerwabil et en fait c'est une reprise, une très belle reprise de Allô Allô et on se retrouve juste après. وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب يا هاتف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب 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 كلم لي الوطن الحبيب 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 جزائر زينة البلدان جزائر زينة البلدان الو 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 من فضلك جوزي للقصبة الو 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 وش حالك يا حومة بابا الو 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 وش راهي بحذاك القبة وش روحة لوليد فلان قولي له راني في غربة من وحش وشعلت نيران من وحش وشعلت نيران وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب يا هاتف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب 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 كلم لي الوطن الحبيب 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 جزائر زينة البلدان جزائر زينة البلدان الو 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 من فضلك راني نستنى الو 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 هذه الغربة طالت عنا الو 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 نتمنى نشوف ذيك الجنة باب الواد كثير المحال البير ما بغى يعيط طلنا ضرب النحو بقى غفلان ضرب النحو بقى غفلان وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب يهتف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب 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 كلم لي الوطن الحبيب 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 جزائر زينة البلدان جزائر زينة. Et voilà, de retour sur le plateau, très belle reprise donc de la chanson du regretté donc la Hachmi Gerwabi
Et c'était donc une reprise de Allô Allô. Et cette fois-ci, donc nous allons nous intéresser à un événement qui aura lieu demain, événement d'actualité, comme je vous le disais dans le sommaire de cette émission, donc l'impact des changements climatiques sur les travaux publics et particulièrement un événement autour des infrastructures de transport face au changement climatique. Nous en parlons ce matin en compagnie de Madame Zahra Darwish. Bonjour Madame. Bonjour professeur. Bonjour, oui, professeur. Bonjour, merci pour l'invitation. Marhaba bik, vous êtes professeur à l'École supérieure des travaux publics, vous êtes la présidente de la conférence. Tout à fait. Et parmi nous également, donc, professeur Abdelwahab Lefkir, bonjour, marhaba bik. Bonjour, madame, merci pour l'invitation. Et vous êtes donc professeur aussi à l'École supérieure des travaux publics et par la même occasion, vous êtes le président du comité scientifique, directeur de laboratoire de recherche. Marhaba bikoum. Merci. Voilà, alors vous nous donnez rendez-vous demain, Inch'Allah, pour cette première rencontre donc autour des infrastructures de transport face au changement climatique. C'est vrai que le changement climatique, on en parle beaucoup, mais son rapport ou son lien direct avec donc, les infrastructures de transport, on n'en parle pas tellement, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. En fait, il y a quelque temps, les changements climatiques, on en parlait. Maintenant, on commence à les subir. Oui. On commence à les subir. Il y a une partie de la société, enfin des scientifiques qui n'y croient pas. Mais le fait est que on vit une perturbation du climat, des précipitations inhabituelles. Il y a une perturbation du climat, il y a un réchauffement climatique qui se précise de jour en jour. On a vécu il y a quelques... Je crois qu'on a vécu des canicules qu'on n'a pas connues pendant, je crois, 50 ans, dans certaines régions de l'Algérie. Et donc, c'est un réchauffement climatique, c'est une actualité chaude, pour dire réchauffement aussi, et on commence à subir. Et c'est les pays en voie de développement, hein, on va les appeler ainsi, c'est les pays chauds qui vont payer la facture la plus élevée en termes de risque de ces changements climatiques. Donc il y a un réchauffement, il faut se préparer à ce réchauffement. Et en fait, le réchauffement climatique, il va bouleverser toute la société, il va bouleverser la pêche, il va bouleverser l'agronomie, il va bouleverser tous les aspects de la vie. Mais il reste que ce qui est important, c'est les moyens de communication, c'est tous les moyens de communication, donc la mobilité des personnes, donc les infrastructures de transport, et les télécommunications qui sont les deux priorités à sauvegarder quoi qu'il en soit. Donc, il y a une loi qui est sortie, bon, peut-être qu'on va en parler après, il y a une loi que je qualifierais de révolutionnaire qui vient d'être promulguée en 2024 et qui donne la priorité aux moyens de communication. Donc, par communication, la mobilité, donc les infrastructures de transport qui doivent faire l'objet de précautions et d'actions de sauvegarde. Et les télécommunications, en même temps, il faut les garder. Alors justement, professeur Lefkir, nous avons un rendez-vous avec vous demain, Inch'Allah, du 22 au 23 donc, pour parler de cette thématique. Et justement, donc, comment le secteur des travaux publics pourrait-il être impacté par le changement climatique? Alors on connaît l'impact sur l'écologie, on connaît l'impact sur l'agronomie, sur l'agriculture, sur la pêche justement. Qu'en est-il justement du secteur des travaux publics? Justement, pour connaître un petit peu l'impact de ces changements climatiques sur les infrastructures, il faut connaître d'abord ce que c'est que le changement climatique et comment il impacte. En fait, si on veut simplifier la compréhension, c'est en fait la répartition des cycles extrêmes, des événements extrêmes tels que la sécheresse et les inondations qui sont disproportionnés. À une certaine époque, on avait un certain cycle régulier, l'été, l'hiver, etc. Maintenant, c'est les saisons qui ont... Donc, un cycle disproportionné, donc avec une périodicité accrue des événements extrêmes, inondation suivie d'une longue période de sécheresse, et ce qui provoque non seulement
l'accentuation des événements Majeur. pluvieux, mais aussi elle va emporter avec cette pluie, enfin le nettoyage, c'est le grand nettoyage. La pluie qui vient après une longue période de sécheresse, c'est le grand nettoyage. Donc elle va emporter avec de la matière en suspension, de la matière solide, et qui provoque une accentuation des événements pluvieux. Parce que ça risque donc c'est des matières en suspension, qui seront en fait des obstacles au niveau des singularités qui sont les ouvrages de franchissement de l'Oued. Voilà. Et justement, qu'en est-il de l'impact sur les travaux publics? Je peux Oui, rajouter allez-y, bien Oui, sûr. je vais rajouter en termes moins techniques. En fait, ce dérèglement climatique va provoquer une perturbation du climat. On va avoir plus de pluie, moins de pluie, plus de chaleur, moins de chaleur, des vagues de chaleur, des vagues de froid, on peut avoir toute la précipitation de l'année, hein, toute la pluviométrie d'une année, on peut l'avoir en une heure. Et donc c'est cette perturbation qui va impacter. Comment elle va impacter? Bon, les infrastructures de transport, s'il y a une élévation de la température, ce sont des matériaux qui sont conçus pour fonctionner dans une gamme de température. En dehors de cette gamme de température, ils vont subir des dégâts. Détériorés? Les matériaux Voilà. ne tiendront plus. Je donne comme exemple le Sud. Le Sud, c'est quand même une région assez chaude. Si les températures devaient encore grimper, nous allons avoir les matériaux routiers qui vont complètement fondre. Et là, nous n'aurons plus de route. Bon, elles vont être coupées. Nous avons les chemins de fer. Le chemin de fer, le fer, c'est le fer. Donc c'est du fer. Le rail est en fer. Il est en acier. Et donc, il va se dilater sous l'effet de la chaleur. Et ce sont des barres qui sont très, très, très longues. Et elles sont fixées par endroits. Et si elles devaient se dilater, les fixations vont sauter et le matériau, il va se courber. Et en fait, la ligne, on va la perdre. Et s'il y a un passage de train, il va dérailler tout simplement. Donc vous voyez un petit peu les dégâts. Sans parler, le collègue est hydraulicien. Et donc ce qu'il y a, c'est que quand il y a une pluviométrie orageuse, elle porte le sol. J'ai vu des images au sud, il y a quelqu'un qui me les a montrées. Eh bien, il y avait la ligne ferroviaire suspendue. C'est tout le terrain qui a été emporté par des avalanches d'eau, qui ont emporté le matériau. Et donc toutes ces manifestations des impacts de la perturbation climatique mettent en danger les infrastructures. Alors justement, qu'elles tiennent. là, vraiment, les choses expliquées de la sorte, donc on comprend qu'on tire la sonnette d'alarme finalement, Oui, n'est-ce pas, par tout à rapport justement à ce secteur qui risquerait d'être fortement impacté donc, par ces changements climatiques. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'on peut faire justement? Quelles sont les stratégies préventives, j'ai envie de dire, pour prévenir ce genre de dégâts? Oui, si je peux m'exprimer, allez-y. d'abord on commence par la sensibilisation. C'est très important et d'ailleurs l'objectif de cette un des objectifs de cette rencontre, c'est de Informer et sensibiliser. Informer, sensibiliser, c'est enfin le premier franc pour lutte contre ce phénomène. Donc informer, mettre en place un armada de réglementation pour justement cerner, Madame par plaisir de en parler, armada de lois et de réglementation pour cerner ce problème. Et surtout, de notre côté, c'est la formation. Donc axé sur la formation et la recherche. La formation dans quel domaine? La formation des ingénieurs, c'est-à-dire introduire dans la formation de l'ingénieur un module, l'aspect changement climatique et son impact sur le... on en parle beaucoup et c'est très bien de l'impact des séismes, l'impact du phénomène de séisme comme aléa, mais on en parle peu des phénomènes de changement climatique dans la formation de l'ingénieur. Et d'autre part,
la recherche, elle est là. Un système aussi, prévoir un système de monitoring, parce que la compréhension des phénomènes extrêmes, des phénomènes aléatoires nécessite des moyens et des outils beaucoup plus proactifs. Et donc la connaissance des impacts et des aléas nécessite une collecte de données pour justement prévoir des systèmes d'alerte précoces pour l'entretien de nos infrastructures. Et là, l'université, l'apport de l'université, il vient avec la veille technologique. On parle de l'intelligence artificielle qui contribue énormément dans la compréhension du phénomène et de son impact sur les infrastructures. Voilà. Très bien. Alors, Je peux rajouter? oui, Ah, bien sûr. merci. Bien sûr. En fait, l'État algérien a investi des budgets colossaux dans la construction d'infrastructures modernes qui devaient en fait apporter le développement. Maintenant, ces infrastructures ont été réalisées, conçues suivant des codes anciens qui ne prennent pas en considération les nouvelles données climatiques. Qui restent à préciser. Même ces données, il faut faire des études climatiques pour pouvoir les préciser, si on arrive à les préciser, tant elles sont aléatoires. Elles sont aléatoires, c'est le effectivement. travail des climatologues, ce n'est pas le nôtre. Mais de notre côté, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a c'est par la recherche. Okay. Donc, pour les infrastructures à venir, il faudra réviser les codes de conception de ces infrastructures, il faudra travailler à les réviser de manière à ce qu'elles prennent en considération le risque climatique, et d'une part. Maintenant, comme disait mon collègue, les infrastructures qui sont déjà là, il faudra les gérer autrement. Étant entendu qu'il y a une incertitude sur le climat, sur les sollicitations climatiques, si on peut le dire ainsi, il y a une incertitude. Donc, il faut s'installer dans une démarche proactive. Ce qui arrive maintenant, c'est que la technologie, elle est avancée, il est demandé de faire monitorer les infrastructures, tout simplement mettre des capteurs à différents endroits, des capteurs qui peuvent renseigner, qui sont interrogeables à distance à tout moment, qui peuvent interroger sur l'état de l'infrastructure. Et puis, à l'avance, sur l'envoi de ces informations. Donc on va essayer d'écouter cette infrastructure. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Est-ce qu'elle sent qu'elle est en danger par les capteurs? Et bien entendu, le fonctionnement de cet arsenal technologique demande une capacité de calcul très importante, ce qu'on retrouve dans l'intelligence artificielle, dans l'Internet of Things, donc des objets. Et donc la technologie, elle est là. Elle a été testée en Europe, en Amérique. L'essentiel, c'est de travailler à l'acquérir. L'acquérir et l'adapter, parce que la réalité... à notre réalité. Voilà, notre réalité Si qui vous reste quand même permettez, différente. je voudrais rajouter, c'est que il faut faire des études de vulnérabilité des espaces. Tous les espaces doivent être cartographiés en termes de vulnérabilité. Les communes, les daïras, les wilayas devraient mettre en avant les moyens pour réaliser une cartographie de vulnérabilité. Ces cartes de vulnérabilité devraient guider l'aménagement du territoire, la réalisation des ouvrages, en prenant en considération la vulnérabilité à tel risque ou à tel autre risque. Donc les glissements de terrain, les vagues de chaleur, essayer. En plus, il y a le travail de la recherche. La recherche est appelée pour concevoir les solutions de demain. Donc, dans les labos, dans les labos d'agronomie, on essaie de sortir des plantes plus résistantes à la chaleur. C'est le travail des agronomes. Notre travail à nous, c'est de proposer des matériaux, tester dans les labos des matériaux qui sont capables de résister à la nouvelle donne climatique. Là, c'est le travail. Dans notre laboratoire de recherche, vous allez me dire pourquoi ce congrès? Dans notre laboratoire de recherche, on travaille depuis près de 10 ans, plus même, une quinzaine d'années, sur les effets
climatique sur les infrastructures. On essaye, sur les matériaux aussi, les matériaux qui vont survivre à ces aléas. Et donc la réponse, on a un slogan. Lorsque le climat menace, l'ingénierie se mobilise, ou les ingénieries se mobilisent. C'est tout le monde qui doit se mobiliser pour faire face à ce Justement, là, vous me climat. tendez la perche par rapport à ma prochaine question, Oui. parce que effectivement, au niveau de votre laboratoire de recherche et aussi durant ces 2 jours de rencontres, vous allez donc vous focaliser beaucoup plus sur le secteur ou le domaine des travaux publics. Cela dit, c'est un travail pluridisciplinaire, n'est-ce pas? Donc vous aurez besoin finalement, ou nous aurons besoin tous de mobiliser de tous les domaines à travailler vraiment en étroite collaboration afin de pouvoir faire face au climat, n'est-ce pas? Effectivement, en fait, nous avons reçu et on était surpris de recevoir une centaine de papiers vraiment de qualité extraordinaire. On a justement un petit peu la particularité de notre conférence et on a appelé aussi à contribution du secteur, des ingénieurs du secteur, justement pour peser un petit peu et sonder le terrain, parce qu'ils ont une connaissance pratique avancée en termes de terrain et retour d'expérience. Et donc, ce qui a aussi caractérisé un petit peu l'événement, c'est la présence de la jeunesse, des étudiants, des doctorants qui sont très éveillés, qui donnent un petit peu... Très ingénieux aussi, hein. Ils ne cessent de nous impressionner, effectivement. Très branchés par rapport aux nouvelles technologies et qui donnent un petit peu de l'espoir pour nous, pour l'Algérie, de faire face à ces aléas climatiques. Voilà. Très bien, alors rendez-vous pris, donc demain, le 22, Inch'Allah, 22 au 23, donc ça va être la première rencontre autour des infrastructures du transport face au changement climatique. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle donc ma professeure Zahra Dariche, vous êtes professeure à l'École supérieure des travaux publics, présidente de la conférence, était parmi nous également. Professeur Abdelouahab Lefkir, vous êtes professeur aussi donc à l'École supérieure des travaux publics, président du comité scientifique et directeur du laboratoire de recherche. En tout cas, belle réussite pour l'événement de demain, Inch'Allah. Nous en aurons tous besoin, finalement. Merci beaucoup encore une fois. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de Ouergla, retrouver notre ami Farhat Mouzaoui qui nous attend en compagnie de ses invités. Cette fois-ci, il s'intéresse donc, comme je vous le disais ce matin, au Novembre bleu. Donc, c'est le mois de sensibilisation par excellence au dépistage, au cancer de la prostate. Farhat Mouzaoui, bonjour, c'est à toi. Bonjour Agé, bonjour à vous chers téléspectateurs depuis la station régionale de Ouergla. Aujourd'hui nous consacrons notre émission à 2 thèmes très importants. La santé des hommes et à l'occasion du mois bleu et les traditions autour de la circoncision dans la région de Ouergla. On aura le plaisir d'en parler et d'accueillir notre premier invité, M. Abdelkader Babi, médecin conseil, qui nous expliquera l'importance du dépistage précoce, de la prévention durant le mois bleu. Et on aura le plaisir d'accueillir aussi Madame Sonia Kadi, qui nous éclaircira sur les coutumes et traditions qui accompagnent la fête de la circoncision dans la région de Ouergla. Mais avant ça, on commence toujours notre matinée avec une chanson de Hubbi Anti Ya Jazair de Jamal Bakir et on revient juste après pour en parler du cancer de la prostate. يا جزائر يا سلاما يا مفاخر يا ربيعا للزهور فاح عطرا وبشائر حبي أنت يا جزائر يا سلاما يا مفاخر يا ربيعا للزهور فاح عطرا أنت نور في كياني أنت من سواني دائر أنت نور في كياني أنت من سواني دائر أنت دنياي وعمري أنت
جميلة في البوادي والحواضر من أمازيغ وعرب صاغ منك الدين حاضر أنت أطياف جميلة في البوادي والحواضر من أمازيغ وعرب صاغ منك الدين حاضر هام فيك الحب يسري هام فيك الحب يسري مثل ماء فيك زاهر مثل ماء فيك زاهر كل من مد يديه كنت سلواه وناصر كل من مد يديه كنت سلواه وناصر فيك نبل وسجايا فيك جبر للخواطر فيك نبل وسجايا فيك جبر للخواطر كل من مد يديه كنت سلواه وناصر كنت سلواه Voilà, on a fait une petite visite de l'Algérie. Sans plus tarder, Monsieur Babi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Farhat, merci à vous de m'avoir invité aujourd'hui et de m'avoir donné l'occasion pour parler un peu de cette campagne de sensibilisation. Merci à vous. Monsieur Babi, je rappelle, vous êtes médecin conseil à la CNAS. Oui. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler de l'importance de sensibiliser les gens et l'importance d'en parler de ce mois bleu. D'accord. Donc d'abord, on va commencer par définir déjà c'est quoi le mois bleu. Donc le mois bleu, c'est une campagne mondiale consacrée pour la santé masculine. Donc c'est une campagne de sensibilisation et de mobilisation. Elle a pour objectif mettre une lumière sur les problèmes de santé masculine. Oui. On va voir aussi après comment les gens, grâce à cette campagne, ils vont aller voir son médecin, à se faire dépister et aborder surtout les mesures préventives. Oui. C'est ça. Est-ce que les gens sont ont assez d'idées sur ce mois-là ou cette maladie-là? Justement, concernant cette maladie, le problème c'est que cette maladie c'est une maladie insidieuse. Elle est on dit ça, c'est une maladie asymptomatique. D'accord. Donc c'est pour ça les hommes ils ignorent déjà les consultations parce qu'ils n'ont rien. Grâce à cette compagnie, on va dédramatiser déjà l'examen urologique, Oui. Principalement le toucher rectal. Donc c'est un examen simple et indolore et facile et qui représente le premier pas au chemin de diagnostic de cancer de la prostate. Oui. C'est ça. Et quels sont les principaux cancers en fait masculins? Ouais, si on parle en général, les cancers masculins concernés par ce mois bleu, on parle de cancer de la prostate parce que c'est le cancer le plus fréquent après le cancer de poumon. D'accord. Donc à cause de sa mortalité significative. Il y a aussi le cancer de testicule. Donc la différence, c'est que le cancer de la prostate, c'est un cancer lié à l'âge. Généralement, on commence le dépistage à partir de l'âge de 50 ans. S'il n'y a pas des facteurs de risque,
Et s'il y a des facteurs de risque, on peut commencer tôt, donc à partir de l'âge de 45 ans. Pour le cancer de testicule, contrairement au cancer de la prostate, le cancer de testicule, c'est un cancer qui commence dès l'âge de puberté. D'accord. Ouais. D'un très très jeune âge. Ouais, de très jeune âge. Donc, c'est à travers de l'auto-examen, c'est l'autopalpation des testicules qui incite les jeunes hommes à voir son médecin traitant. D'accord. Et dans ces campagnes de sensibilisation, Monsieur Babi, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous donnez des conférences? Est-ce que vous informez les gens un petit peu du côté scientifique de la maladie? Comment vous faites? Donc, dans cette campagne de sensibilisation, donc, tout le monde y participe, y compris l'entourage de malades. Oui, c'est ça. Donc, on doit d'abord faire comprendre que la maladie, c'est une maladie asymptomatique. Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut voir le médecin, même si on n'a rien. Donc, Il faudrait toujours consulter un médecin et avoir l'avis d'un médecin. Oui, c'est ça. Donc, il y a deux facteurs principaux, l'âge et le facteur héréditaire. Généralement, le cancer de la prostate, on se voit souvent, c'est chez les hommes qui ont des facteurs de risque familiaux. D'accord. Donc, s'il y a par exemple un proche parental qui présente déjà un cancer de la prostate. Donc, c'est des maladies qui s'héritent. Oui, c'est ça. D'accord. Il y a aussi le facteur ethnique, donc il est plus fréquent chez la race africaine, donc ça nous concerne déjà. Donc on fait la sensibilisation. Vous pouvez un petit peu, s'il vous plaît, de nous expliquer à nous et à nos chers téléspectateurs, comment ça, le facteur ethnique qui concerne la race africaine? Vous voulez dire quoi par ça? Donc généralement les cancers, il y a une répartition géographique. D'accord. Donc, certains cancers, ils sont plus fréquents, c'est la race blanche. Il y a d'autres qui sont plus fréquents, c'est la race noire. Donc, c'est par rapport climat ou comment? C'est déjà génétique, c'est par rapport à la gène. Oui, c'est ça. Donc, la racine africaine, donc ils ont donc c'est pas les mêmes facteurs génétiques que les autres. C'est ça la différence. Ouais, c'est ça. Merci. Ben, on va voir un reportage. Aujourd'hui, nous mettons la lumière sur une initiative très importante qu'a organisée la télévision nationale avec la CNAS. Ouais. C'est des campagnes de sensibilisation qui ont été organisées sur la durée de 3 jours. À l'occasion du mois bleu, on demande à notre script de nous faire voir le reportage qu'on a fait pour un petit peu découvrir ce qui a été préparé dans cette journée-là. Très bien. En collaboration avec le ministère de la Santé à la CNAS, l'établissement public de la télévision algérienne a organisé des journées de sensibilisation sur le cancer de la prostate. La station régionale de Ouargla a participé en assurant des examens médicaux pour ses journalistes et employés. L'initiative est très importante car elle permet aux employés de mieux connaître les symptômes et les facteurs de risque et les signes associés au cancer de la prostate. Une initiative précieuse et bénéfique pour les travailleurs et qui leur permet, grâce à cette campagne de sensibilisation, de mieux connaître cette maladie, ses moyens de prévention et les façons de la combattre. Cette campagne qui dure 3 jours a été fortement appréciée. Elle a permis de rappeler l'importance du dépistage précoce pour éviter les complications, surtout lorsque la maladie est détectée tard. Grâce à cette initiative, les employés ont pu comprendre les causes du cancer, son évolution ainsi que les bonnes pratiques pour s'en protéger. Grâce à cette initiative, nous avons pu comprendre les causes de ce cancer, devenu très répandu ces dernières années. Une action utile qui nous a également donné des idées pour mieux nous protéger. مبادرة مليحة هذه اللي قام بها التلفزيون
C'est une action précieuse qui sensibilise les travailleurs sur les moyens de prévention et de lutte contre cette maladie. Une démarche louable menée par la télévision, saluée par les travailleurs et qui a renforcé la culture de la prévention au sein de l'établissement. Voilà, on a vu un petit peu la campagne que vous avez organisée avec la télévision nationale. Donc c'était un petit peu les journées de sensibilisation que vous avez organisées durant les 3 jours. Oui, c'est ça. Oui. Et comment ça, les gens ont vu ça? Donc c'était formidable. Donc on a rencontré déjà les employés de la télévision. Donc on a commencé déjà à leur expliquer l'importance de cette compagnie et on a fait une petite présentation. On a expliqué déjà l'importance par rapport à l'abstention vue chez les hommes. Oui. Donc on doit les pousser de faire un examen annuel et périodique, même sans symptômes. Où on a insisté aussi de faire le dépistage par un simple test, ce qu'on appelle le test de Piazza. Oui. Donc c'est un test qui est... Avoir du sang normalement. Ouais. Oui. Donc c'est un protéine. On fait ce test-là après un examen urologique, comme on a dit précédemment. Un simple examen urologique à base de... On fait généralement le toucher rectal. Oui. Et après, on passe à d'autres tests pour découvrir un petit peu cette maladie. Ouais, c'est ça. Quels sont les signes, Monsieur Babi, qui alertent la personne, même si il y a un petit peu on n'a pas vraiment une culture du côté de la prostate et compagnie. Donc, quels sont les signes aux personnes qui ne connaissent pas cette maladie qui peuvent alerter? Justement, donc comme on a dit précédemment, en fait cette maladie c'est une maladie insidieuse et asymptomatique. Donc le premier facteur ou bien le premier signe qui va pousser les gens à consulter, c'est l'âge. Donc c'est à partir de 50 ans on doit aller consulter, même sans symptômes, même sans aucun signe. Donc on commence déjà par une simple visite chez un médecin généraliste aussi. Oui. Donc on peut nous orienter vers d'autres explorations. Et si on parle des symptômes, généralement l'apparition des symptômes, ça signifie qu'on a dans un stade plus ou moins avancé. Oui. Donc ça dépend, chaque signe ça signifie un stade bien défini. Donc les principaux symptômes ce sont des troubles urinaires. Donc par exemple on a des troubles mictionnaires à type pollakiurie. On appelle ça en médecine pollakiurie nocturne. C'est une sensation où donc on dit besoin d'aller fréquemment à uriner, surtout à la nuit. C'est une pollakiurie nocturne. On a aussi des brûlures mictionnaires, des douleurs au moment de jet. Oui. Donc un jet minime, des fois on constate un jet minime. Il y a aussi des fois on note l'existence de sang dans les urines ou bien dans le sperme. C'est dû à quoi? Ça signifie déjà... Donc c'est un signe. C'est un signe, justement. L'existence de sang, déjà c'est un signe. Donc on constate que le cancer il est dans un stade plus ou moins avancé. Il y a un autre signe qui nous oriente vers peut-être une complication de ce cancer, peut-être un cancer métastatique, c'est le douleur lombaire.
Donc, c'est des douleurs lombaires. Donc, peut-être on est en face d'un cancer de la prostate avec métastase. Voilà, donc, Qui veut dire faut dire qu'on a dépassé déjà le cancer et on est à un on a stade très bien avancé. ouais, un stade avancé qui a touché déjà l'os. Donc c'est inquiétant justement. Donc ça c'est des signes locaux en rapport avec l'appareil génital masculin. Oui. Il y a aussi des signes généraux. C'est des signes comme tous les autres cancers. C'est par exemple la fatigue inexpliquée, perte de poids, par exemple perte de l'appétit. C'est des signes en faveur d'un cancer. C'est comme tous les autres cancers. Oui. C'est ça. C'est des signes un petit peu qui aident à se faire consulter. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, parlons de consultation et de votre expérience, monsieur Levy. Est-ce que les hommes consultent assez? Malheureusement, non. Donc, les hommes ont tendance à les consulter moins régulièrement que les femmes. Donc, généralement, les hommes ont tendance à minimiser leurs symptômes. Oui. Oui, et déjà, le problème de la prostate, c'est que à la phase précoce, il n'y a aucun symptôme. Justement, donc c'est la raison pour laquelle personne ne peut aller consulter. Donc, c'est pour ça qu'on insiste les gens, dès l'âge de 50 ans, il faut aller consulter, même sans symptômes. S'il y a par exemple des facteurs de risque comme on a dit précédemment, par exemple comme l'existence d'un cancer chez un proche parental ou bien un oncle ou un frère, donc on peut aller plus tôt, donc à partir de l'âge de 45 ans. D'accord. Ouais. Donc la consultation commence de l'âge de 45 ans? 45 ans avec les facteurs de risque. Et sans facteur de risque, c'est à partir de 50 ans. D'accord. Et est-ce que, c'est dû à un facteur de honte? Comment vous expliquez un petit peu la non-consultation des hommes vis-à-vis de cette maladie? Justement, donc généralement les hommes, ils ont honte de parler déjà de sa truc intime. De sa maladie. De sa maladie. Oui. Non, je parle déjà, c'est des trucs intimes, par exemple. C'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou, oui. Oui. Donc, surtout quand on parle des troubles mixtionnels, des troubles de sexualité, ou bien même si on leur dit qu'il faut aller faire un toucher rectal, donc il y a surtout nous en Algérie, donc les gens ils ont honte. Quand on dit c'est un examen principal pour n'arrive voir... pas un petit peu à accepter la chose. C'est ça, oui, c'est ça. Donc on dit grâce à cette compagnie, déjà tout le monde est concerné, surtout l'entourage. Donc il faut on parle de ces sujets-là, donc il faut être conscient, éduquer nos partenaires, donc dès l'âge de 50 ans, il faut... Dès le jeune âge, pour que en fait, l'homme accepte un petit peu l'existence de cette maladie même. Justement, donc on ne peut pas dire que c'est une maladie à cet âge. Donc il y a un risque. Donc c'est à titre préventif, oui. On pousse les gens d'aller consulter. Donc pour nous, par exemple, si on prend l'exemple de cancer de sein, il est répandu chez les femmes à partir de l'âge de 40 ans et plus, donc il faut chercher la maladie. Il faut déjà chercher la maladie. Oui. D'ailleurs, on a parlé le mois passé du cancer du sein, mais les femmes, comme ils ont accepté la maladie, ils ont accepté la maladie parce qu'ils ont peur. Donc, à partir de cet âge, donc la femme, elle cherche la maladie.
Même si aucun Elle se fait dépister. donc, on dit la même chose pour les hommes. Donc, pourquoi pas? Donc on a des études qui disent à partir de l'âge de 50 ans, Oui. c'est la prévalence, c'est l'âge de prévalence de cette maladie. Donc, on pousse les gens à partir de cet âge. Donc, on fait juste une consultation de routine, ça ne fait rien. Oui. Donc, on voit notre médecin traitant, donc il fait leur examen. Et donc, à base de l'interrogatoire et l'examen clinique, Oui. et lui qui va nous orienter. Donc, s'il y a par exemple des signes d'alarme, il va nous préconiser d'autres examens complémentaires ou bien un avis spécialisé. D'accord. Et comment vous encouragez un petit peu la population masculine à un petit peu dépasser ce sujet tabou qui leur fait honte et en parler de se faire dépister sans gêne? D'abord, le message que dois-je passer aux hommes, c'est que cette maladie, quand on le fait le diagnostic précocement, Précoce, oui. ouais, donc il y a une forte chance de guérison. C'est essentiel. Donc, quand on parle de la maladie, toujours on parle de traitement. Oui. Donc, D'un soin. ouais. Donc, pour cette maladie, si on arrive à diagnostiquer à un âge précoce, donc il y a une forte chance de guérison. Ça, on doit motiver les gens. On doit motiver les gens pour ne pas traumatiser à un stade avancé. Donc, Oui. donc c'est simple, des fois on fait juste le test de Piazza et peut nous orienter. D'ailleurs, il y a un problème qui touche fréquemment les gens de cette tranche d'âge, c'est ce qu'on appelle l'HBP, l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est presque, elle a les mêmes symptômes que le cancer. Et donc cette maladie, elle est fréquente. Et on peut dire que ce n'est pas une maladie, c'est une évolution naturelle de la prostate. Donc c'est une évolution physiologique de la prostate qui peut donner les mêmes symptômes, par exemple les troubles mictionnels et tout. Donc la quasi-totalité des hommes qui ont découvert ce cancer-là, c'est peut-être ils ont passé par cette maladie et à cause des symptômes qu'ils ont déjà, Oui. ils ont été donc au cours des examens complémentaires et tout, ils ont découvert le cancer. Donc on doit insister pour les gens qui ont aucun symptôme, d'aller voir leur médecin dès l'âge de 50 ans. Oui. Dès l'âge de 50 ans. Ça, c'est en l'absence des facteurs de risque. S'il y a des facteurs de risque, comme on a les antécédents familiaux, ou bien nous avons la race africaine, donc c'est un facteur de risque, donc automatiquement, il vaut mieux d'aller consulter à partir de l'âge de 45 ans. Donc c'est un petit peu le conseil que vous donnez à nos chers téléspectateurs. Ouais, c'est ça. Et Donc, aux hommes. Nous avons parlé déjà de cette maladie. Et si on parle de conseils qu'on va donner, donc on parle en général, comme les autres cancers. Donc il y a 3 points essentiels. Pour cette maladie, spécifiquement pour cette maladie, il faut aller consulter même sans de symptômes, donc en l'absence des symptômes, donc on fait une consultation annuelle. Deuxièmement, il faut avoir une vie saine, donc à base d'alimentation bien équilibrée, riche en fruits et en légumes et pauvre en graisse animale. Oui. Aussi, il faut arrêter de fumer, c'est la cause principal. Le facteur principal de cette maladie. De tous les cancers. Oui. Donc, et troisièmement, faire de l'exercice physique. Physique, ouais. Du sport. Du sport.
Oui. C'est ça. Monsieur Abdelkader Bobby, je rappelle, vous êtes médecin conseiller à la CNAS. Je vous remercie pour tous ces conseils. Merci. Et encore merci, c'est votre première fois à la Ouais, télévision. ouais, Merci c'est ça. d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Ok. Quant à moi, chers téléspectateurs, on vous laisse avec cette chanson de Ahmed Chekali pour accueillir avec nous Madame Sonia Kadi pour parler de la circoncision des enfants et des traditions ici dans la région de Ouargla. Madame Sonia, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre Eh invitation. ben, merci à vous. Vous êtes en solidarité avec le Mont Bleu. Toujours. Comme je suis avec les femmes, eh ben, avec le mois rose, je suis aussi solidaire avec le mois bleu. Eh ben, merci Voilà. d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, vous allez nous parler, Madame Sonia, de la circoncision et Oui. des traditions dans la région de Ouargla. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire on commence directement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la circoncision? Eh ben, je dirais que dans la population de Ouargla, la circoncision n'est pas seulement un acte religieux.
Oui. Il est aussi social que familial. Donc c'est le passage du garçon par une nouvelle et première étape de sa vie. Oui. Voilà. Donc, et comment vous pouvez décrire la circoncision dans la culture des Wurgli? Je pense qu'elle est très importante, c'est-à-dire surtout quand on a, par exemple, des naissances de filles. Et on a par la suite Un garçon. et ben c'est déjà le sourire, je pense, il est plus et l'émotion elle est plus grande. Donc, c'est un très grand jour. C'est un très grand jour, on le prépare déjà, ça y est, surtout les grands-parents. Les grands-parents sont très actifs dans ce domaine, c'est-à-dire dans cette période de la circoncision, déjà dans l'idée, et ben, tout se prépare à l'avance. Le côté femme, le côté homme et même les proches. Et qu'est-ce que vous préparez? Et ce qu'on prépare, déjà, on doit préparer le marouf qui se compose de chicha. Donc, on doit préparer le blé cassé, concassé. On prépare le couscous pour le repas. Et bien entendu, le thé, c'est l'accompagnateur principal des tables à il est Wurgla. inévitable de faire quelque chose sans le thé et les cacahuètes. Ça aide à bien digérer un petit peu Digérer, et puis ça fait quand même une relation. La relation reste toujours, il y a une continuité. C'est vrai. Voilà, D'ailleurs, on trouve toujours les discussions, les débats se font autour d'un thé, toujours, souvent. toujours. Et les Oui. décisions se prennent autour d'un verre de thé. Et quelles sont les principales traditions qui marquent un petit peu la circoncision ou cette fête? Parce que je sais bien que c'est un très très grand jour. Donc, quelles sont les principales journées et activités que vous faites Au fait, il y a une journée, mais peut-être, je dirais peut-être 2 jours au plus. Avant la circoncision, le garçon, on lui met du henné sur les mains et les pieds, Oui. habillé bien sûr en traditionnel gandoura et pantalon, enfin je dirais bourbela. Et sa sortie de la maison, jusqu'à arriver au marabout Sidi Abdelrahman. On le fait sortir, tout ce trajet, c'est avec la bourda. La bourda, c'est le Coran. On Donc, lit le Coran voilà. tout en marchant. Tout en marchant, Klam Rabbi, donc cet enfant est protégé par tout ça, par le Coran. Voilà. Et par la suite, c'est-à-dire à la maison, les femmes préparent, comme j'ai dit tout à l'heure, le repas, le marouf surtout avant, et un panier en osier, pas en osier, pardon, en palme, la vannerie. Oui. Donc on appelle tabga, on met dedans du sable de dune, Oui. et par-dessus, c'est des petites quantités de sel qui se composent de sel, de cendre, de mswek et il y a une quatrième chose. Bon, Ça reviendra. ça reviendra. Ça reviendra, c'est sans problème. Et quelles sont les significations de ces... Pourquoi on a choisi Eh ces bien, quatre sachets? le El Bkhor, c'est revenu. J'allais le dire parce Oui, que je c'est le sais bien Bkhor. que On ne fait rien l'encens, sans, voilà, exactement. est très très important, surtout dans la culture Voilà. saharienne. Oui. Donc, et quelle signification La signification, eh ben, déjà la cendre et le sel, c'est un antiseptique. D'accord. Pour El Bkhor, c'est pour parfumer, c'est pour signe de fête, de joie et tout ça. Voilà. D'ailleurs, le prol se prépare bien avant, surtout dans telle fête. Oui. Déjà, il a une journée spéciale pour le Bkhor, pour préparer le Bkhor. C'est des gains. C'est de Ganariha. Voilà. Il faut ah ben voilà. Il s'y connaît maintenant, Farhat, sur ça. Donc, Et nous avons le mswak. Le mswak, la maman du circoncis le remet ou le donne à toutes les femmes présentes ce jour-là.
Voilà, pour le mettre. Donc c'est un petit peu des cadeaux pour les femmes qui ont... C'est des cadeaux, c'est pour se mettre en beauté si on veut ce jour-là. Oui. Voilà. Donc on se prépare avant ou le jour même? Non, le jour même. Le jour Le même. jour même. Oui. Nous avons aussi, d'ailleurs, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué parce que moi-même je l'ai fait. Et surtout, vous avez que des garçons. Et en plus, j'ai que des garçons. C'est une gsa, Oui. jufna, comme on dit, il y a des gens qui disent jufna. On met dedans de l'eau froide Oui. et avec un bracelet en argent et on met le pied droit dans cette gsa, dans cette eau. De la maman. La maman, D'accord. habillée en kharji. Donc, on va dire pourquoi cette eau. C'est pour sabr normalement. Voilà. Oui. Donc, c'est pour la maman qu'elle ne pleure pas quand elle entend son bébé pleurer au moment de la circoncision. Et elle est باش entourée تصبر de... عليه. D'accord. Elle est entourée Ouais. de femmes ou comment ça se passe? Généralement, elle est seule dans sa chambre. Elle est Livrée seule à dans sa- elle-même. Voilà, livrée à elle-même. Et c'est des souvenirs qui m'ont resté dans la tête parce que je trouvais très beau. C'est vrai. Malgré qu'il n'y avait pas de gens avec moi, de femmes avec moi. Bon, elle rentrait, elle sortait, mais pas, c'est-à-dire continuer, quoi. Continue. Et donc, c'est ça Donc c'est un petit peu des traditions qui marquent un petit peu tout l'événement. énormément, énormément. Et quand la circoncision est terminée, le grand de la famille tire un coup de fusil De baroud. et de baroud en signe de you-you, de la fin de la circoncision. Donc, commencer À chanter et à à danser. chanter et à danser, voilà. Et en fait, On a parlé du pror. Mm. On va voir un reportage qu'on a fait un petit peu les qualités du pror qui existe à Ouargla et comment on le prépare. On va le voir et on revient juste après D'accord. pour continuer notre sujet de la Ok. circoncision et tradition à Ok. la région de Ouargla. L'encens, produit très demandé dans les régions du sud. Ce mélange très complexe de matières aromatiques naturelles, souvent utilisées dans la vie quotidienne et dans les festivités dans la région. كيفاش بدينا في القصة تاع البخور هذه احنا عندنا وراثة يعني في العائلة وراثة كنا نديروا فيه في المناسبات وفي الأيام العادية. Le pror, on l'a hérité de ma grand-mère, qui le fabriquait chez elle. Ensuite, ma mère a repris le flambeau et l'a fait à la maison. Les voisins ont aimé les senteurs et demandé à ma mère de leur préparer leur pror. D'où est venue l'idée de faire un projet qui concerne tous les types de pror. في عالم البخور والعطور والمجال هذا البخور فيه 3 أنواع. عندنا Le pror est composé de 3 types. Oud Sarghin, Oud Laqmari et Oud Sandal. Et le plus demandé c'est Oud Sarghin, car il coûte pas trop cher. Et il a une belle senteur. Les autres sont un peu plus chers, mais ils durent en fixation jusqu'à 3-4 jours. Chacun son utilisation. أنواع. في البخور زعما اللي يستعملوها في البيت عادي تاع المطبخ وامور عاديه زعما وعندنا تاع المناسبات. في البخور عاده عندك جوده تاع العود هذه اول حاجه هي الاهم يعني. Le plus essentiel dans la fabrication du pror est la qualité de l'oud qu'on utilise. Ensuite, les huiles essentielles utilisées avec du jawi, on choisit toujours la meilleure qualité. On fabrique tout à la demande du client. Il peut choisir les parfums et les huiles qu'on mélange, et même la couleur du pror. وحسب نوع العود وحسب الطلبيه تاع الزبون. في زباين يعني يطلب منك بخور عادي وفي زباين يعني يطلب منك حاجه تكون تاع عرايس وهكا وقويه تكون فيها خلطه اخرى يعني. Plusieurs types d'encens existent. Sandal, al-oud, l'aqmari et celui de Sarghin. Chacun son utilisation. Il y en a pour la cuisine, pour les salons, et pour les vêtements, et pour les fêtes. Chacun sa senteur et ses composantes. قبل من يبدا العرس وحنا نستخدموا فيه
ونحبوا البخور الاصفر ثاني مليح، ونوجدوا الحطب نوجدوا بالحجر تاع الشيشه يديروه يبخروا مليح، ريحته طيبه ومليح، مطلوب في العرس دائما نوجدوا البخور احنا ويفتلوه في الدار، يروحوا يخدموا كلش في الدار. احكي لنا شويه ودرك حنايا من حنا مصيره جينا نشرو كلش واجد. اليوم هذاك تاع البخور واش يديروا فيه؟ يديروا عليه الفطور، يديروا عليه تريميد، في عندنا نهار معين دايم باين يلموا فيه الغاشي ونساء الكبارات ويخدموه، يفتلوه في الدار بالريحه ويديروا عليه التريميد. البخور هذا نستعملوه للعرايس خصوصا، ونستعملوه ثاني الزجاج الكبار يستعملوه باش يطيبوا به البيت الدار باش تعود. Le bkhor, on l'utilise pour les mariages et pour parfumer les maisons. Nous, on le prépare chez nous. Ma mère, avec ses amis, le prépare tout en chantant. On le mélange à plusieurs autres produits. Chaque événement a son bkhor. Par exemple, l'Ilet 27, on utilise un bkhor spécial et aussi pour les mariages. Pour les vêtements, chaque fois les senteurs changent avec les composantes du bkhor. بالنسبه كاين بخور معين بطبع الحال، قلنا للعرايس عندهم بخور خاص ليهم. بخور كاين بخور اللي وجدوه ليله 27 تاع رمضان، كاين تاع الاسراء والمعراج، كاين للمولد النبوي، وكل واحد وكيفاه يدير. كاين اللي يجيب 3 انواع في نفس المناسبه، وكاين اللي كل واحد عنده مناسبه يدير لها بخور خاص تاعو. Islam Bouaré nous a invités chez lui avec sa maman pour nous faire découvrir un peu les secrets de la fabrication de l'encens. علمتها من أمي ومن نخدم فيها عندي 20 عام، وبعدين أنا طورت الخدمة دي، بعد طورت خش والدي كبير إدريس خش معي في التجارة وزاد طورها، وبعدين عبد السلام كان في العسكر، يوم خرج من العسكر زاد خش معانا وزاد وصوها وخلاص هنا نخدمها ماشي الحال. إدريس هم يجيبوا غير الطلبية وأنا نخدم. وش هي الطلبية؟ الطلبية هذاك السرخين تاع مروكو، وهذا هذا القماري، وهذا السندل، والعطور الزيتية، والعطور الزيتية والجاوي والمسك. هذا العطور الزيتية تريك خلط المسك والجاوي نكابر هذا. L'encens est l'un des plus vieux parfums naturels, une histoire très ancienne qui a débuté il y a plus de 6 millénaires et qui perdure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà, on a vu un petit peu la fabrication de l'encens. On sait bien que chaque famille a une senteur bien précise à elle. Et comment vous préparez votre bkhor, Madame Sonia? Moi, au fait, c'est-à-dire, je prépare moi-même, je ne prépare pas le bkhor. Oui. Mais seulement, quand il y a une occasion, on se réunit dans la grande maison chez maman et on prépare ça ensemble. Donc, théo sarghin, c'est les racines d'une plante sarghin, on concasse, on envoie chez le moulin. Oui. Donc, la personne qui fait ça, il est écrasé et puis une fois à la maison, on sépare. On passe dans un tamis, oui. un gros tamis, le fin, le moyen et le gros. Donc, on prépare ça, c'est-à-dire on le fait rouler, si je peux dire rouler, avec l'eau de date. On met l'eau dans la date et puis on écrase d'abord cette date et on utilise son eau pour mouiller sarghin. Avec le parfum, avec le jawi, le misk, l'ambar, tous les parfums qu'on peut trouver pour ce bkhor. Tant qu'on met des choses, tant qu'on a un bon parfum, on obtient un bon résultat d'odeur. Oui. Voilà.
Le principal des parfums, c'était le zouaï. Le zouaï, il était noir. Et il donnait une très bonne odeur, un très bon parfum plutôt à l'encens. Et malheureusement, en ce moment, c'est plus la même odeur. Oui, c'est pas les mêmes, ça non, change. pas du tout. Oui. Et je reviens un tout petit peu en arrière. L'encens, la poudre de cédraine, quand on passe au tamis, on a la poudre. La poudre de cédraine, on va la distribuer aussi. Ça se distribue au mariage. Bon, celui qui peut le mettre, mélanger ça avec de l'eau et se doucher avec. Ou bien on nettoie, on passe hachak fil chef pendant le nettoyage des maisons, pendant le ménage. Ça donne une bonne odeur, ça remonte avec l'eau. Et ben on a un ancien sanibon. Un dégagement naturel comme le sanibon d'aujourd'hui. Voilà. Madame, donc on peut dire que le Bkhor est c'est l'accompagnateur principal des festivités et de la joie dans les régions sahariennes. Avec le majoun. Oui. Avec lequel les femmes se décorent. Ah oui, elles se décorent et puis ça dégage une très bonne odeur dans les cendres qu'on met avec le Bkhor. Donc on a parlé de circoncision. Pouvez-vous nous parler des rôles le jour de la fête, vous distribuez les rôles à la famille. Oui. Donc quel est le rôle qu'occupe chacun quelles sont les personnes principales, quel est le rôle qu'elles occupent, comment vous partagez ça? Généralement, les tâches sont partagées aux membres de la famille, les plus proches d'abord. Oui. Concernant les préparations des plats et tout, c'est pas, on ne peut pas remettre ça ou la donner ça à quelqu'un, c'est-à-dire à un ami ou à une amie proche, peut-être ça peut passer. Mais une personne hors la famille, eh ben, ça ne se fait pas. Oui. Ça ne se fait pas par respect. On doit donner aux tantes, c'est-à-dire paternelles ou maternelles. Et côté homme, c'est pareil. Côté homme, c'est-à-dire il s'occupe des invités hommes, oui. Des préparations, comme j'ai dit tout à l'heure pour le barod, recevoir, préparer le thé. Parce qu'il y a des hommes qui préparent le thé, il y a des femmes qui préparent aussi. Oui. Donc chacun a sa tâche. Oui. Voilà. Donc, comment cette fête renforce-t-elle les liens familiaux, Madame Sonia? Eh bien, je dirais, on doit faire participer tous les gens. Oui. Voilà. Et normalement, on prend en considération les avis, les conseils de ces personnes âgées pour donner une bonne, c'est-à-dire pour que le passage passe bien. Entre eux. Voilà, entre eux et pendant toute la journée de cette circoncision, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de conflit. C'est tout le monde qui se met d'accord. Voilà, tout le monde se met d'accord et on opte toujours pour une bonne relation surtout. Oui. Pour une bonne relation. Madame Sonia, quel est le dernier message que vous voulez faire transmettre à la jeune génération, à la nouvelle génération, vis-à-vis des traditions surtout? Vous savez, les traditions, je dirais qu'ils ont quand même changé. Changé, peut-être c'est dû au coût actuel. La cherté de la vie de ces dernières années, mais quand même reste quelques familles toujours gardent les traditions, surtout cette journée, parmi les traditions importantes de Ouargla. Donc un conseil, un dernier mot? Un conseil, je dirais qu'il faut revenir aux sources. Si on veut préserver et garder ces traditions. Et créer beaucoup aussi, et surtout essentiellement de très beaux souvenirs. Oui, exactement. Et c'est surtout, je dirais, c'est le rôle aussi des associations
parce qu'il y a beaucoup d'associations. C'est vrai que, bon, سمحولي, hein, ماشي que toutes les associations sont pareilles, mais il faut travailler dans ce sens. C'est vrai. C'est pas, la modernité est bien, mais il ne faut pas oublier les traditions de tes ancêtres. En fait, l'authenticité est aussi beaucoup mieux. Exactement. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Wallah, c'est agréable d'ailleurs quand on tient de ces traditions et ces coutumes. Voilà, Ah oui. c'est la chose qui nous représente. Oui, exact. Madame Sonia, ça fait toujours plaisir de vous avoir avec Merci, nous. tout le Quand on plaisir parle est de partagé. tradition à Ouargla, c'est vous, votre maman. Merci. Un plaisir de vous avoir avec nous dans notre plateau de Le plaisir Bonjour est d'Algérie. partagé. Chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous chaque vendredi. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a un petit peu fait découvrir les traditions dans la région de Ouargla. Je remercie tous les techniciens, travailleurs qui ont participé à cette émission. Je vous donne rendez-vous chaque vendredi matin. Merci Farhat Mouzaoui, merci à tes invités aussi. On rappelle que Farhat aujourd'hui s'est intéressé au Novembre bleu, donc le mois de sensibilisation par excellence au dépistage du cancer donc de la prostate. Il a parlé aussi des traditions de la ville de Ouargla et cette fois-ci nous allons nous intéressons, nous allons parler de solidarité, et particulièrement solidarité avec nos sœurs et nos frères les Palestiniens, puisque un événement grandiose en leur faveur, donc en solidarité avec eux, sera organisé à Londres en décembre prochain. Nous en parlons donc en compagnie de l'auteur, compositeur, de l'artiste, donc à l'origine de cette initiative. Kad, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci tout d'abord de me recevoir sur vos plateaux et de me permettre de me parler de ce projet qui est cet événement pour la cause palestinienne, en effet, comme vous l'avez présenté à Londres. Marhaba bik. Alors, Kad, ça vient d'où? Kad, c'est le... c'est le nom d'artiste, ça c'est sûr. C'est mon nom d'artiste, c'est le diminutif de Kader, et mon prénom est Abdelkader Achouri, et mon nom d'artiste est Kad Achouri. Voilà, voilà. J'ai conservé mon nom de famille. Et puis de toute manière, les gens maintenant ont tendance à raccourcir les prénoms. Même ma mère ne m'appelle plus Abdelkader, c'est carrément. Kader. C'est Kader. Kadir, d'accord. Avec une belle sonorité en plus. Oui, j'imagine. Ouais. Eh ben, Dieu vous garde vos parents. Alors, et vous préférez finalement Kad, Kader, Kadir? Ça m'est égal. Enfin, ça m'est égal. Le projet est présenté sous mon nom d'artiste Kad Achouri. Donc éventuellement, si on parle de ce projet-là, du Love Supreme for Palestine, j'imagine que ce sera sous Kad Achouri. Voilà. Mais ça ne me dérange absolument pas. Alors, Kad, l'événement donc de solidarité est placé sous un magnifique slogan. Love Supreme for Palestine, ça vient d'où? C'est un slogan Love Supreme, très poétique en tout cas. C'est un clin d'œil en fait à un artiste américain qui s'appelle John Coltrane, un saxophoniste américain, qui a composé un album qui s'appelle Love Supreme, et c'est un album qui a une grande dimension spirituelle et qui est une espèce d'appel à la paix intérieure et la paix autour de soi. Voilà. Et je pensais que ce serait judicieux et pertinent d'appeler cet événement Love Supreme for Palestine, parce que je pense que c'est une cause qui a besoin de beaucoup d'amour. Effectivement, et justement cette cause, alors je ne vous poserai pas la question d'où vient cette initiative, parce qu'elle est tout à fait justifiée, n'est-ce pas? La cause palestinienne aujourd'hui, ce n'est pas seulement une cause palestinienne, mais c'est d'abord une cause humaine, avant tout, une cause universelle, mais c'est un événement, donc vous le voyez comment? Quelle est l'architecture de cet événement? C'est un événement, la racine de cet événement a pris au moment où vraiment il y a enfin du moins moi j'ai pris conscience qu'il y avait une volonté génocidaire de cet État sioniste à l'égard de la population palestinienne, et j'étais un petit peu fatigué d'en parler avec mes amis, de dire cette frustration qu'on avait par rapport à ce qui se passait. Et il y a quelques années, j'avais fait un concert déjà pour soutenir une organisation humanitaire qui s'appelle MAP, Medical Aid for Palestine, qui fournit des équipements médicaux, du personnel soignant, des médicaments pour les Palestiniens, et particulièrement en période difficile, et c'était au moment de la deuxième intifada.
Et donc, après cette prise de conscience concernant ce qui se passait en Palestine, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Et il faut que je cesse d'en parler. Et il faut faire quelque chose. Passer à l'action. Passer à l'action, en effet. Et je suis artiste, hein. Je suis musicien, je suis pianiste, et j'ai autour de moi des artistes de grand talent et qui adhèrent pleinement aussi à cette cause. Et donc j'ai contacté certains d'entre eux qui étaient tout à fait partants pour le projet. Et comme ça, de fil en aiguille, de discussion en discussion, j'ai relancé MAP, le Medical Aid for Palestine. Je leur ai parlé de l'idée de monter un événement pour soutenir la cause palestinienne et essayer de soutenir, de faire quelque chose pour cette population en total désarroi. Et se sont greffés différents types d'artistes et on a mis en place, j'ai mis en place un programme avec mon équipe autour de la poésie palestinienne. Donc il y aura de la poésie, il y aura des acteurs et actrices britanniques qui vont venir lire des poèmes d'auteurs palestiniens, dont Mahmoud Darwish. Oui. Il y a aussi un artiste qui fait du stand-up comedy. Donc on va essayer de mettre une touche d'humour un petit peu durant cette soirée où évidemment tout n'est définitivement pas rose. Et j'ai aussi. Ça reste quand même un message de paix, d'espoir que vous essayez de véhiculer à travers l'événement. Absolument, et de paix, parce qu'on a aussi deux artistes de confession juive qui sont issus de l'histoire coloniale sioniste, qui sont fermement antisionistes, qui vont venir chanter. Pour la Palestine. Pour la Palestine, absolument. Absolument. Et ensuite, on a moi-même qui vais chanter, qui vais jouer avec mon groupe. On a Natasha Atlas, qui est une artiste belge, égyptienne, oui, c'est ça. Et donc voilà, on a un autre groupe de musique, un mélange d'afro, reggae, jazz. Donc voilà, et tous ces gens ont vraiment senti aussi le besoin de s'impliquer et de faire quelque chose pour cette cause-là. Donc on voit que c'est quand même un événement assez grandiose, beaucoup de personnes vont prendre part, donc ils ont donné leur accord, ça va se passer à Londres, n'est-ce pas? Ça se passe à Londres, ça se passe dans un quartier qui s'appelle Notting Hill, au Tabernacle. C'est vraiment un bel endroit, c'est un endroit comment dire, c'est une ancienne église qui a été convertie en lieu culturel, c'est un grand centre culturel, et l'événement aura lieu dans cet endroit-là. Voilà. Alors justement, donc c'est un événement en solidarité. Les répercussions par la suite, vous les voyez comment? Les répercussions d'un événement pareil, pour moi déjà, ce serait, parce que je ne pense pas que ce qui se passe là-bas en Palestine va cesser du jour au lendemain. Donc je pense que c'est quelque chose qui va malheureusement durer un certain temps. Et ce que j'aimerais personnellement, c'est que ce type d'événement puisse avoir lieu une fois tous les ans, au moins à Londres, et ensuite l'amener ici en Algérie. C'est quelque chose qui me tiendrait énormément à cœur de développer cet événement ici en Algérie avec des artistes algériens, parce que je sais que l'Algérie et les Algériens et les Algériennes sont très impliqués dans la cause palestinienne. Et je pense que ce serait tout à l'honneur de ce pays de développer un événement culturel artistique avec leurs propres artistes et aussi faire venir des artistes de la diaspora algérienne, entre autres, et de montrer au monde entier l'engagement de l'Algérie à travers la culture et les arts pour cette cause. Donc ça c'est pour cette cause, mais sinon vous-même déjà vous êtes auteur, vous êtes compositeur, n'est-ce pas? On n'a pas parlé finalement de votre parcours, de votre passion pour la musique, pour l'art. Là moi je voulais vraiment surtout parler du Love Supreme for Palestine, mais en effet c'est gentil de vous intéresser un petit peu à ma carrière. Je suis donc un artiste franco-algérien. Mes parents ont émigré en France dans les années 50-60. Et voilà une histoire classique, on va dire, de beaucoup d'immigrés qui ont fait des enfants en France et qui sont devenus français.
Et Un petit coucou à votre grande fille, hein, n'est-ce Ouais. pas? à Safaya, mais bon voilà. Et moi j'ai un petit peu, je porte maintenant un regard un petit peu. Ah c'est Vous moi, ça. reconnaissez? Ça, c'est la petite surprise de la régie. Ouais, ouais, sympa, merci. Ouais. Ah, ça fait longtemps que je l'avais pas écouté ce film-là. Mi Negra. Et donc, Vous êtes en train de, finalement, de réapprécier. ouais, hein, tout à fait, ouais. Je dis, ouais, c'est bien, ouais, c'est qui Tu l'as déjà rencontré quelque part. Hein? quelque Bah, chose. on a en plus la couverture de l'album. Oh yes. Yes. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc, on parlait un petit peu de mon histoire, voilà. Et donc, je suis né en France et j'ai quitté la France maintenant depuis une trentaine d'années parce que j'avais l'impression d'être un petit peu en décalage avec le discours, le narratif que l'on entend. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que l'on sait de quoi on parle. Et donc, ça fait une trentaine d'années que j'ai quitté le pays. J'ai vécu en Espagne pendant 5 ans. Et ensuite, je me suis installé à Londres. Et là, j'ai vraiment développé ma carrière d'artiste, d'auteur-interprète. J'ai fait aussi une école de jazz à Barcelone. Et je me suis vraiment imprégné de la musique un petit peu de jazz, mais aussi de musique du monde. Et tous mes albums gravitent autour de cet univers-là, quoi. C'est de la chanson, c'est du jazz, c'est de la musique latine, c'est du flamenco Un brassage finalement de plusieurs styles musicaux. Hybride. Et là, pour mon prochain album, je suis en train de travailler sur les chants un petit peu, les chants algériens, les chants révolutionnaires algériens, et de les approcher avec une manière qui est la mienne, un petit peu jazzistique et avec des éléments un petit peu d'ici, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et avec d'autres couleurs. Donc voilà, ça va être un album ce sera une espèce d'hommage un petit peu à tous ces gens qui sont battus ici pour que l'Algérie soit indépendante et leur tirer mon coup de chapeau un petit peu à ma manière, avec mon style à moi. Et j'espère que il sera bien reçu. Certainement, ici, le message ici est par fort. La population algérienne. Ouais. Certainement, le message déjà, il est assez dense, très fort, tout comme d'ailleurs celui de Love Supreme for Palestine. Tout à fait, ouais. Même chose, donc rendez-vous pris pour le 7 décembre 2025, ouais. Inch'Allah. Tout à fait. Et d'ailleurs, Voilà. on a parlé, j'avais fait une interview hier avec Alger Chaîne 3 pour essayer de retransmettre l'événement en live à la radio. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. En tout cas, on vous souhaite une très belle Merci. réussite. Bravo pour tout Merci. ce que vous faites, chapeau bas, on C'est va gentil. dire, pour ce bel événement, Inch'Allah, et puis pourquoi pas le voir délocalisé ici, quelque part en Algérie, n'est-ce serait pas? En tout fantastique, cas, vraiment. Inch'Allah. En tout cas, ça a été un très grand plaisir, Kat, de vous compter moi. parmi nous. Très belle continuation. On se verra Merci très infiniment. bientôt, probablement, Absolument. pour revenir un peu sur l'événement. Absolument. Merci, Marhaba bik. Et voilà, donc nous Au revoir. arrivons à la fin de notre émission. Parlant de Palestine, nous allons nous quitter sur une très belle chanson donc, qui a été composée par Abdelhadi Boukoura autour de la Palestine. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Faites très attention si vous prenez la route avec les différentes averses que nous avons eues entre hier et aujourd'hui. Ça va se poursuivre. Et donc je vous donne un rendez-vous dès demain à partir de 8h. Au revoir. يا الحق كي الشمس يطلع والباطل عمره ما يكون الباطل عمره ما يكون سيف النصرة لابد يقطع رقابي